Le temps étant écoulé du deuxième bloc, je passe la parole maintenant au député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, la présidente. Monsieur le ministre, je salue également vos équipes et tous les collègues. Je vais également continuer sur la même thématique. Il y a eu quand même de grands débats, beaucoup de questions qui ont été posées sur la provenance des matières dangereuses enfouies par Stablex. Votre compréhension des choses, si on veut résumer, là, quels sont les chiffres que vous possédez pour nous démontrer ce qui est véritablement, selon les mots qui ont été utilisés par le gouvernement, une urgence nationale en ce qui concerne le traitement des matières résiduelles par Stablex? Quelle est la proportion des déchets qui ne sont pas des déchets québécois? L'urgence s'expliquait de façon très simple, c'est l'absence d'alternative. C'est l'argument derrière les démarches qui ont été entreprises et confirmées au cours des dernières semaines. Je le mentionnais tout à l'heure, pour le traitement de la matière dite régulière, les alternatives sont nombreuses, mais pour ce qui est de la matière dangereuse, on n'a aucune autre alternative au Québec. Pour ce qui est de la provenance des matières traitées par Stablex, on est essentiellement là, 60% des déchets là, qui proviennent du Québec, avec 40% qui proviendraient d'ailleurs dans un rayon de 2000 km à la ronde pour 80 000 tonnes essentiellement. Et de ces 80 000 tonnes-là, on a 24% de quantité qui proviennent des États-Unis et on a 16% qui proviennent d'ailleurs au Canada. Mais si on parle d'un rayon de 2000 km, on s'entend là, que c'est principalement Ontario, sinon province maritime. Et à l'inverse, on exporte aussi, notamment en Ontario, pour ce qui est des déchets nucléaires. Merci. Mais du point de vue, d'un point de vue québécois, du point de vue des citoyens, du point de vue d'un ministre de l'Environnement, est-ce que la production responsable de déchets ne vient pas avec sa disposition localement, dans une espèce d'approche circulaire où, objectivement, on devrait aspirer à ce qu'on puisse traiter nos propres déchets? Il y a d'ailleurs des États des États-Unis qui interdisent complètement l'importation de déchets ultimes. Pourquoi le Québec n'aspire-t-il pas à traiter lui-même ses propres déchets, ce qui, dans le cas de Stablex, nous aurait évidemment donné 25, 35, 40% plus d'espace pour traiter nos propres déchets. Et donc, on aurait pu et on pourrait encore utiliser les cellules qui étaient déjà présentes beaucoup plus longtemps si on ne traitait que nos propres déchets, non? La question se pose. Cependant, l'expérience des dernières années démontre que le pourcentage de matières québécoises traitées par Stablex augmente de façon significative. Donc, c'est d'abord et avant tout pour répondre aux besoins des entreprises, mais également des municipalités. Je vais le dire, de façon très, très respectueuse. Je comprends que les municipalités se soient positionnées dans le dossier Stablex. Ce que je trouve ironique, et je le dis de façon respectueuse, c'est que les villes sont parmi les principales clientes de Stablex. Et quand je vois certains recours, certains propos qui ont été tenus, ils sont tenus parmi les plus grands clients de Stablex et ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas d'alternative pour cette matière-là. Donc, c'est ce qui n'a pas aidé, j'imagine, à la compréhension du débat. Et moi, je tiens à ce que Montréal, qui est une grande cliente de Stablex, je tiens à ce que la STM, la Société de transport de Montréal, qui est une grande cliente de Stablex, puisse bénéficier des services de Stablex, sans quoi il n'aurait pas d'autre alternative. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce que vous pourriez être enclin à limiter davantage la provenance de déchets qui viennent d'ailleurs qu'au Québec, dans le cas, par exemple, d'un lieu d'enfouissement comme celui-là? La limite existe déjà à 45 %. C'est arbitraire. Au début, c'était 25 %. Pourquoi ne pas y revenir? Pourquoi ne pas aspirer à ça? Comme je mentionnais, c'est en baisse constante, ce qui est importé. Mais à l'inverse, il faut voir quel serait le coût d'une mesure pareille. Si on limite l'importation, c'est-à-dire qu'on nous imposait cette contrainte-là, ça voudrait dire qu'on devrait traiter ce qu'on ne traite pas actuellement en sol québécois. Je parlais du nucléaire tout à l'heure.
il y a des entreprises spécialisées qui font bien ce travail-là en Ontario notamment, ce qui nous enlève la responsabilité de le faire. Donc, il faut y voir un échange de services qui est profitable à l'environnement. Si on devait tout traiter au Québec, ça voudrait dire plus de lieux d'enfouissement technique, ça voudrait dire possiblement davantage d'incinérateurs, ça voudrait dire vraisemblablement davantage d'infrastructures spécialisées, ça veut dire plus de mesures de contrôle. Donc, il ne faut pas juste se limiter au tonnage, il faut savoir qu'est-ce qui s'est développé comme spécialisation et voir dans quelle mesure c'est profitable pour le Québec. Mais je reviens à la notion même de production de déchets, de réduction à la source. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est appliqué, par exemple, dans d'autres secteurs où on va tarifer, par exemple, le carbone, mais si on en vient à exiger des entreprises et des Québécois en général qui soient plus responsables de la production de leurs déchets, y compris les déchets dangereux, que c'est ce vers quoi le ministère de l'Environnement devrait tendre, c'est-à-dire une gestion plus responsable de la consommation, de la production et ultimement du traitement? Et toutes les réformes qui ont été entreprises ces dernières années vont dans ce sens-là. Ce que je mentionnais précédemment, c'est qu'on ne peut pas multiplier en même temps la réglementation sans se donner le temps de les mettre en application. Mais la logique des dernières années, là, sur les différents types de matières résiduelles, va dans ce sens-là. Donc, il y aura d'autres règlements, il y aura d'autres mesures dans ce sens-là, mais il faut se donner le temps de les mettre en application. Actuellement, on a un système qui favorise les déchets québécois parce que pour ce qui est de Stablex, c'est aussi son mandat de traiter en priorité la matière dangereuse québécoise. Et loin de moi l'idée d'adresser des reproches ou de faire de la politique partisane, mais au fil des années, Stablex a été reconnu comme joueur incontournable. Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant au député des Îles-de-la-Madeleine. Je voudrais juste mentionner que vous dites Stablex, mais c'est uniquement des choix d'entreprise. Dans le projet de loi, rien n'oblige ou rien ne garantit que Stablex ait l'obligation de traiter les matières résiduelles produites au Québec en priorité ou la totalité ou la continuité des opérations. D'aucune façon ne peut être garantie par le projet de loi. Vous en êtes bien conscient. Et là, il faut distinguer le projet de loi de la réglementation. Le projet de loi nous permettait de répondre à une urgence face à un bris de service qui était plus probable. Et j'invite les collègues à lire les jugements en ce sens-là. La Cour va directement dans le sens de l'argumentaire du gouvernement au niveau de l'urgence de la situation, mais la réglementation permet d'imposer des conditions, notamment sur les proportions, sur la nature des déchets qui s'y retrouvent et ultimement des redevances à l'enfouissement. Donc, le projet de loi, c'était pour répondre à l'urgence, mais la réglementation nous donne cette latitude. Mais il n'y a quand même rien dans le projet de loi qui garantit que Stablex va privilégier le traitement des matières résiduelles produites au Québec ou en assurer le traitement. Mais je veux vous amener... Mais peut-être juste, il ne faut pas se laisser sur une fausse impression. Dans le décret qui est accordé à l'entreprise, cette question-là, il est abordé au niveau de la Mais il n'y a aucune obligation imposée à l'entreprise. Dans le décret, il y a des obligations qui sont précisées et la réglementation nous permet de changer des conditions même en cours de route. La réglementation sur la gestion des matières résiduelles peut être modernisée et elle l'a été régulièrement et devient continuellement... Et est-ce qu'on pourrait envisager de réduire la proportion des déchets qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs des autres juridictions? Comme je l'ai mentionné, la proportion québécoise au fil des années augmente sans cesse. C'est du coup la proportion de ce qui est importé diminue d'autant à chacune des fois et au final, là, on sera vraisemblablement à du 80 20 Mais est-ce qu'on va l'imposer ou on laisse l'entreprise gérer ça au fur et à mesure? Il faut répondre aux besoins des entreprises et des municipalités du Québec. Et à partir du moment où elles ont davantage de besoins, ça laisse toujours moins de place. Mais est-ce qu'elles ont priorité? Oui, on va juste laisser le ministre répondre à votre question. En fait, Stablex a pour mandat de prioriser la matière québécoise. D'ailleurs, quand le Parti québécois a travaillé à développer Stablex, parce que c'est une création du Parti québécois, c'était justement pour répondre à cet impératif-là de gestion de la matière dangereuse au Québec.
On a beaucoup parlé des recommandations du BAP qui ont été rejetées du revers de la main. Ma question est à savoir, du point de vue ministériel, à quoi ont servi les consultations du BAP si on refuse essentiellement l'ensemble des conclusions du BAP, y compris ses recommandations sur le développement d'une nouvelle cellule, d'une part, recommandation phare s'il en est une, et d'autre part, la recommandation de faire un état des lieux. Pourquoi se refuser à entendre et à mettre en application les recommandations du BAP? De tout temps, le BAP, si on recule dans le temps, là, c'est une instance qui n'est non décisionnelle. Et ça ne me tente pas d'entrer dans cette dynamique-là, mais je pourrais très bien relater là, dans le temps, lorsque c'était un gouvernement du Parti québécois ou du Parti libéral, le rapport ou les rapports du BAP ne sont pas décisionnels, mais ça demeure un exercice hautement légitime et utile. C'est une instance forte de notre procédure d'évaluation parce que ça permet justement d'entendre les doléances du public, ça permet d'expliquer un projet, mais les rapports du BAP constituent une étape de la procédure d'évaluation. Ce n'est pas une étape finale et ce n'est pas une étape qui est décisionnelle. Autrement, il n'y aurait pas de REM à Montréal parce que le BAP est essentiellement contre. Il n'y aurait pas de projet de tramway à Québec parce que le BAP s'était montré critique. Donc, ce sont des rapports qui nous aident à améliorer des projets et c'est là où l'instance demeure totalement pertinente et utile. Et le collègue se souvient des amendements. Merci, pour Monsieur le ministre. On est Merci même beaucoup. plus renforcé. Monsieur le député, la parole est à vous. Merci. Je reviens sur la recommandation de l'État des lieux. Vous avez dit à mes collègues que vous n'étiez pas fermés à cette proposition-là. Pourtant, il y a des déclarations qui ont été rapportées par les médias qui indiquaient plutôt le contraire. C'est-à-dire que vous ne démontriez pas aucune ouverture à faire cet exercice-là. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on pourrait le faire, que vous êtes véritablement disposé à le faire? Parce que je pense que l'inquiétude des citoyens est réelle. Peut-être détenez-vous de l'information que les citoyens ou les partis d'opposition n'ont pas, mais sur la gestion des matières résiduelles, sur la quantité produite, sur la façon dont les traitements sont faits et comment on en dispose, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que on peut faire preuve d'une plus grande transparence, plus de rigueur et qu'on pourrait se donner comme mandat de faire un état des lieux? Je le mentionnais aux collègues précédents, il n'y a pas de contradiction. Le gouvernement a mentionné qu'il est prêt à considérer cette idée d'un BAP davantage générique sur la gestion des matières dangereuses. Cependant, on veut s'assurer que ça apporte quelque chose de plus à ce qui se fait et se développe maintenant. Donc, c'est cette évaluation qui est faite maintenant. C'est ce qui m'a fait dire que non, aujourd'hui, on n'en voit pas la pertinence, mais suite à l'évaluation qui est faite, il n'est pas dit qu'on n'en demandera pas un. D'ailleurs, on a fait cette demande pour un BAP générique dans le cas de l'amiante il y a quelques années tout juste. Donc, ce n'est pas exclu d'emblée. Le ministère détient énormément d'informations sur ce qui est traité au Québec, comme ça a été mentionné. On n'a pas toute l'information, par contre, sur ce qui est exporté par rapport aux explications que je donnais. Ceci met fin au troisième bloc. Nous